où la mobilité urbaine est extrêmement difficile d'accès. Dire que c'est une entité qui n'a même pas de moyens aéroportuaires. Ce corps d'élite est en pleine mutation pour mieux répondre aux besoins des populations de plus en plus exigeantes en matière de sécurité. L'État compte appuyer pour faciliter la mise en œuvre de nouvelles politiques. Le président de la République, le Premier ministre seront sensibilisés à partir de notre ministère en charge. Et dans l'immédiat, toute demande-là diriger les sapeurs-pompiers en une entité plus opérationnelle, mieux équipée et plus rassurante. Le groupement national des sapeurs-pompiers a une mission de couverture nationale. Cependant, la structure n'a pas encore atteint ses objectifs. Les sapeurs-pompiers doivent être mieux outillés pour mieux sécuriser les populations, institutions et installations stratégiques dans tout le pays. Claire Diop, le collectif des organisations de la société civile évalue la présidentielle du 25 mars dernier. Il se dit satisfait du bon déroulement du scrutin. Les 11 organisations que compte le collectif se sont retrouvées à cet effet à Saly, Portugal, nous dit El Hadj Malick Cissé. Suite à une élection présidentielle annoncée très mouvementée, ayant abouti à l'alternance démocratique le 25 mars 2012, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, à travers un atelier, tire un bilan positif de leur participation au processus électoral. L'élection présidentielle s'est bien déroulée. Notre observation, notre participation à la sensibilisation pour l'inscription et pour le retrait des cartes a été quelque chose de tout à fait positif. Et nous voulons améliorer ce que nous avons déjà fait pour le processus. Nous voulons aller de l'avant. Autre réflexion abordée, c'est la posture stratégique à adopter en perspective des législatives du 1er juillet prochain. Le collectif des organisations de la société civile compte apporter une nouvelle touche. Ces ateliers nous permettent de recadrer nos interventions. Ces ateliers nous permettent également de revoir nos stratégies de cheminement ensemble. Donc, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de se retrouver ici pour voir d'abord en amont ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça a produit, pour qu'en aval, en perspective des législatives, qu'on ait une stratégie encore beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente. Depuis sa création en 1999, le collectif des organisations de la société civile a participé à la supervision des présidentielles de 2000 et de 2007, le référendum constitutionnel de 2001 et les élections locales de 2009. Le but est de promouvoir l'exercice libre et équitable de la démocratie avant, pendant et après le vote. Pour des listes paritaires aux élections législatives du 1er juillet 2012, le slogan est de l'Observatoire national de la parité. La structure vient de publier un guide pour la confection des listes électorales et c'est en partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, compte rendu Philomène Constance Diagne. Le voici, le guide pour la confection des listes paritaires aux élections législatives prochaines. Une œuvre qui vient soulager les responsables de partis et candidats indépendants d'un véritable casse-tête. Son édition a été bien appréciée par les différents acteurs du processus électoral. Cette loi va changer fondamentalement la face et la structure même de nos institutions. En effet, en raison des relations inégalitaires entre les hommes et les femmes, généralement, les femmes s'effacent et les hommes s'imposent dans les différentes instances de décision. Il s'agit simplement de faire en sorte que les acteurs politiques soient au courant du contenu réel des dispositions législatives en matière de parité. Le ministère a pris beaucoup d'initiatives en ce sens. La dernière en date, c'était le séminaire qui a été organisé à l'École nationale de police à l'intention des mandataires des listes de candidats. Et c'était l'occasion pour insister sur les aspects qu'il fallait prendre en considération par rapport à la parité
quant aux investitures pour les élections législatives. Dans cette brochure, beaucoup de questions ont trouvé une réponse, notamment celles liées à l'applicabilité de la parité sur les listes électorales. En partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, l'Observatoire national de la parité veut, à travers ce guide, assurer le suivi de la mise en œuvre de la loi sur la parité. Soyez assurés que nous partageons la mission que le gouvernement du Sénégal a assignée à l'Observatoire national de la parité. En effet, l'édification d'un état de droit qui implique la nécessité de l'application effective des lois de la République ainsi que des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le pays fait partie intégrante du mandat de promotion et de protection des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Aujourd'hui, les partis politiques disposent d'un outil qui a été élaboré de façon pédagogique et qui sera un usage, nous le pensons, d'usage facile pour la confection des listes paritaires aux élections en vue. Quelques lots de brochures ont été remis aux institutions et partis politiques. Pour rappel, les élections législatives doivent se tenir le 1er juillet à venir. Dans l'actualité nationale toujours, et nous parlons maintenant de la réduction du taux de chômage des jeunes. L'Association pour l'emploi des jeunes cadres en a fait son cheval de bataille. La structure compte passer par la création d'entreprises et la recherche de financement pour y faire face. Un séminaire de formation s'est tenu samedi à cet effet, nous dit Kaltom Gay. Les dernières statistiques montrent que plus de 60% de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Des jeunes qui ont pour la plupart des difficultés pour s'insérer dans le monde du travail. Voilà pourquoi l'Association pour l'emploi des jeunes cadres tente de résoudre ce problème. Nous avons voulu bien organiser au profit des jeunes cadres sénégalais pour leur permettre de maîtriser les techniques de création d'entreprises, mais aussi de recherche de fonds. L'APESEC est un cadre d'échange, de concertation, qui veut aujourd'hui accompagner tous les jeunes cadres sénégalais dans leur processus de renforcement de capacité, mais surtout dans la recherche de stages professionnels et d'emploi. Un fonds de solidarité pour l'emploi est l'un des projets phares de l'APEGEC. Il consiste à financer et à accompagner les jeunes porteurs de projets. Vous savez que les entreprises aujourd'hui, face à la crise, sont confrontées à un véritable problème de coûts. Et pour cela, avec ce fonds de solidarité pour l'emploi, nous allons pouvoir envoyer des jeunes auprès des entreprises et dire aux entreprises, vous n'allez pas donner une indemnité à ce jeune-là. Mais nous allons puiser dans ce fonds de solidarité pour l'emploi pour rémunérer, indemniser un jeune pendant 6 mois. Nous, ce qui nous intéresse au Sénégal aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes pour que les jeunes puissent avoir de l'expérience professionnelle. Les destinataires ont bien perçu le message. Ils réaffirment leur détermination à aller jusqu'au bout sans décevoir. De la PGEC, j'ai commencé à trouver un cadre très intéressant qui nous donne déjà des outils. Pour nous, pour bien libérer les énergies, comme ils disent. Donc, trouver un bon emploi, se réaliser ou bien trouver l'auto-emploi. L'Association pour l'emploi des jeunes cadres se veut une structure qui lutte contre le chômage et la fuite des cerveaux. Elle constitue également un lieu de rencontre et d'échange d'idées pour tous les jeunes cadres qui cherchent un emploi. Nous passons à présent à la santé et depuis le 25 avril, le Sénégal vit à l'heure de la semaine africaine de la vaccination. Initiée en 2011 par l'OMS, cette semaine a pour but de renforcer les programmes de vaccination en Afrique pour une sensibilisation accrue. Il s'agit de porter plus largement le plaidoyer en faveur de la vaccination qui constitue un moyen efficace de faire reculer la mortalité, particulièrement chez les enfants et les femmes. Oumar Diaw. Cette semaine est un moment fort pour rappeler l'importance de la vaccination comme moyen de protection contre de nombreuses maladies. La démarche vise globalement 3 objectifs. Aider à identifier tous les enfants qui sont inscrits au programme ou qui doivent l'être, qui ne le sont pas encore. C'est de vacciner ceux qui ne l'étaient pas, de retrouver ceux qui étaient irréguliers et les aider également à rester dans le programme. Cette semaine africaine n'est pas en réalité une campagne, mais plutôt l'occasion de faire un plaidoyer en faveur de la vaccination. Entre 2000 et maintenant, les taux d'immunisation ont augmenté en Afrique, passant de 50 à 80% en moyenne.
La poursuite des efforts est cependant nécessaire pour réduire davantage les mortalités maternelles et infantiles à quelques 3 ans de la date butoir des OMD. La vaccination est satisfaisante, mais ce n'est jamais des acquis durables. C'est des acquis toujours qu'il faudra renforcer. Parce qu'une fois que vous baissez la garde, les acquis, vous les perdez. Au moins dans 5 objectifs, la vaccination peut être comptabilisée. Adopté au Sénégal depuis le milieu des années 70, le programme élargi de vaccination a permis de protéger des générations d'enfants contre des maladies mortelles pour la plupart. Au cours de cette semaine, les autorités sanitaires iront à la rencontre des communautés pour faire une fois de plus la promotion de cet acte simple, mais bénéfique. Oumar Diaw en santé toujours, avec la lèpre qui fait reparler d'elle au Sénégal avec un risque de retour de cette maladie très contagieuse. La pauvreté est un des facteurs favorisants. Le point maintenant avec notre reporter Claire Diop. En 2012, l'on parle encore de la lèpre au Sénégal. La maladie pourtant très ancienne n'appartient toujours pas au passé. Elle continue de mutiler les corps et d'exclure les victimes. L'infection se manifeste d'abord sur la peau par une petite tache ronde avec une légère dépigmentation. Si la maladie n'est pas détectée et traitée à temps, elle peut atteindre les terminaisons nerveuses et doucement les membres sont rongés jusqu'à l'amputation. Les complications sont neurologiques, notamment les paralysies, les atteintes osseuses qui vont aboutir à des amputations et aussi des complications oculaires qui peuvent générer une cécité, des complications viscérales. Au maximum, on peut aboutir à un sepsis qui peut aboutir à un décès. La période d'incubation de la lèpre peut durer 20 ans. Toutes les tranches d'âge de la société sont concernées par cette infection. En 2008, 45% des cas de lèpre étaient constitués de femmes et 25% d'enfants. C'est une infection qui pose d'abord un problème épidémiologique parce que les malades sont détectés à un stade tardif au moment où ils sont multibacillaires. Ils ont la capacité de transmettre la maladie à d'autres personnes. Ils viennent consulter à un stade où ils ont déjà des mutilations. Le traitement de la lèpre au Sénégal est global, gratuit et disponible pour les populations. La balle est maintenant dans le camp de ces dernières pour un diagnostic précoce. Ce retard de diagnostic est surtout lié à l'ignorance et surtout aux croyances populaires. Combattre la lèpre revient à lutter contre la pauvreté pour de meilleures conditions de vie. Voilà le véritable défi des autorités. En améliorant les conditions de vie, d'hygiène et d'alimentation des populations, que les patients à leur niveau puissent venir consulter dans les structures sanitaires, surtout spécialisées, pour que le diagnostic soit porté dans les plus brefs délais pour leur éviter des complications. Le Sénégal est aujourd'hui en situation de pouvoir éliminer la lèpre. Cependant, les spécialistes, sur la base d'un certain nombre de facteurs, préconisent la vigilance. Le constat est que présentement, des signes montrent que la maladie peut réémerger en force. Sur un tout autre chapitre maintenant, 11 milliards de francs CFA pour aider 800 000 Sénégalais à faire face à l'insécurité alimentaire. Voilà exactement à quoi va s'atteler le programme alimentaire mondial. Le PAM a lancé ses activités à cet effet dans la communauté rurale de Kout, département d'Oussouye, c'est dans le sud du Sénégal. Plusieurs localités sont touchées par ce déficit de production agricole. Bachir Ba. Une femme qui s'active autour d'une marmite, image apparemment banale, pourtant assurer ne serait-ce qu'un seul repas quotidien est devenu un casse-tête pour les femmes de cette zone du Sénégal. Il arrive que l'on reste toute une journée sans trouver quelque chose à donner aux enfants. On se débrouille difficilement. À Oukout, communauté rurale du département d'Oussouye, les greniers sont vides. Une cérémonie traditionnelle a fait l'objet de grandes dépenses et l'hivernage n'a pas été bon. Et tout le monde pensait pouvoir reconstituer ces greniers avec l'hivernage. Malheureusement, après avoir tout dépensé, l'hivernage n'a pas été satisfaisant. Pour secourir ces populations qui comptent sur l'agriculture pour nourrir leur progéniture, le PAM a mobilisé des moyens importants. Je suis veuve et je dois m'occuper de mes 11 enfants. Si je reçois cette aide, je ne peux que m'en réjouir. 14 000 personnes sont concernées dans cette localité, d'autres suivront dans d'autres lieux.
Dès lundi, nous poursuivrons les distributions à Niassa et Namport, mercredi à Sédiou et la semaine suivante, nous serons à Vélingara. Ensuite, Kédougou, Tambacounda et d'autres régions du centre du Sénégal recevront à leur tour l'assistance alimentaire du PAM. Près de 800 000 personnes seront secourues pendant 6 mois dans tout le Sénégal. Elles recevront du riz, de l'huile et d'autres produits. Dans chaque famille ciblée, le PAM peut aider jusqu'à 8 personnes. Une aubaine pour ces populations, mais aussi pour le gouvernement. Le président de la République nous a donné des instructions très fermes pour que nous puissions prendre en charge 2 mesures urgentes. Le secours au monde rural en grande difficulté, dans laquelle une crise alimentaire s'était pratiquement installée et la faim menaçait toutes les populations. En dehors de cette distribution de vivres, des bons d'achat alimentaires seront aussi distribués et la reconstitution de banques céréalières villageoises prévue. Le PAM a besoin de 26 milliards de francs CFA pour mener à bien ce programme. Il lui manque 15 milliards à ce jour. L'actualité hors de nos frontières sur le continent africain d'abord. En plus bref, au Mali, la junte militaire a rejeté le plan de la CEDEAO. L'accord porte à 12 mois le mandat du gouvernement de transition. Les militaires fustigent leur non-implication dans cette décision des chefs d'État. Et puis ailleurs dans le monde, en France, une autre affaire compromettante pour Nicolas Sarkozy après la sortie de Dominique Strauss-Kahn, l'accusant d'avoir instrumentalisé l'affaire Nafissatou Diallo. Il s'agit cette fois-ci de la publication d'un document faisant état d'un soutien financier supposé de la Libye au président sortant en 2007. C'est le document publié hier sur le site de Mediapart. Une lettre officielle libyenne du 10 décembre 2006 où le régime de Mouammar Kadhafi décide d'appuyer la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles, M. Nicolas Sarkozy, pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. Le candidat président réagit face à ces accusations, dénonçant une diversion de l'équipe de François Hollande, embarrassée par le retour hier dans les médias de Dominique Strauss-Kahn, un point de vue non partagé par la gauche. Ce n'est pas sur un site du Parti socialiste ou sur le site de campagne de François Hollande que ces informations sont publiées. Nous n'avons aucun lien avec des journalistes indépendants, qu'ils soient de l'AFP, de Mediapart, du Monde, du Figaro, qui enquêtent sur des affaires. Nous demandons simplement des explications. L'équipe de campagne du candidat PS demande même l'ouverture d'une information judiciaire. Selon Mediapart, cette lettre aurait été signée en présence de Brice Hortefeux, alors ministre des collectivités locales, ou encore de l'homme d'affaires libanais Ziad Takieddine, mais il nie les faits. Et nous revenons chez nous pour parler maintenant de la fin demain de l'exercice maritime multinational dénommé Sahara Express 2012. Lancé depuis le 23 avril dernier, il a permis de travailler dans le domaine de la sécurité en mer et des espaces maritimes. Plusieurs pays africains de l'Ouest, en partenariat avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la France, y ont pris part. Carlton Gay. Saharan Express est le nom de l'opération. C'est un exercice naval multinational. Il a été mis sur pied pour permettre aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine de la sécurité maritime. C'est la deuxième fois qu'un bâtiment français participe à cet exercice qui a donc pour but de travailler avec plusieurs nations, des nations africaines, de l'Afrique de l'Ouest, et puis des nations comme les États-Unis, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Et donc nous allons travailler pendant plusieurs jours ensemble sur les domaines de la sécurité, sécurité en mer, sûreté des espaces maritimes, et puis tous les domaines de l'action de l'État en mer. La formation se déroulera au large des côtes sénégalaises, capverdiennes et mauritaniennes. Les attentes sont multiples. D'une part, pouvoir avoir une interopérabilité entre les différentes marines, pouvoir travailler dans un contexte multinational, pouvoir confronter nos différentes manières de travailler avec les autres marines et en tirer les conséquences. Dans les différents domaines que sont la visite des bateaux, l'entraînement des équipes médicales, la lutte contre les
la pêche illégale et le trafic illicite. Et aussi la recherche et le sauvetage en mer. Saharan Express en est à sa 2e édition. En plus des 9 pays participants à l'opération, le Brésil, la Côte d'Ivoire, l'Angola et la Guinée-Bissau sont présents en tant qu'observateurs. Ils pourront bénéficier de la formation dès l'année prochaine. Les enjeux économiques de l'agriculture en Afrique, l'Institut africain de développement en est conscient. C'est pourquoi il s'est engagé à former des décideurs. 53 Africains viennent d'être diplômés. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi, nous dit Mamdiara Ndiaye. L'agriculture est un des piliers de l'économie africaine. Elle est source de revenus de 2/3 de la population africaine. Aujourd'hui, elle rencontre d'énormes difficultés dues à la sécheresse et à la crise financière mondiale. C'est donc dans l'optique de créer une cohésion panafricaine en matière agricole que l'IDEP se propose de former des cadres dans le secteur. L'Institut africain de développement économique et de planification des Nations Unies, IDEP, fidèle à son mandat de former des décideurs et des cadres africains chargés du développement, vient de s'illustrer dans cette dynamique en organisant 2 cours de formation de courte durée. Les nouveaux diplômés s'engagent à appliquer les connaissances acquises afin d'atteindre la sécurité alimentaire en Afrique. Au sortir de cette formation, nous allons élaborer une note à l'attention des autorités justement pour insister sur les points en fait qui vont permettre en fait de renforcer justement notre politique commerciale. Justement ces points essentiels, je pense que tout d'abord ce sera insister en fait sur le renforcement de nos capacités justement à formuler cette politique commerciale. Cette formation nous permet d'élaborer des politiques agricoles plus efficaces pour le développement agricole en Afrique. Parce que généralement on élabore les politiques, mais malgré ces différentes politiques qui existent, on remarque que l'agriculture peine toujours à résoudre le problème de la sécurité alimentaire et la pauvreté. Donc le constat est que généralement ces politiques sont mal élaborées et la mise en œuvre pose problème. Diplôme en main, ces cadres et autres techniciens de l'agriculture en Afrique sont conscients que l'agriculture constitue le moteur de l'économie africaine. La pluralité de nationalités ainsi représentées à cette formation démontre que l'avenir de l'Afrique réside dans l'harmonisation des politiques et stratégies de développement. Mamdiara Ndiaye, le paysage médiatique sénégalais s'enrichit d'une nouvelle station de radio. Il s'agit de Réumi FM qui émet sur la 97.5, une initiative du groupe Promo Consulting. L'inauguration a eu lieu samedi à Ramdao. Sur l'ancienne piste du quartier Mermoz, la radio du bonheur 97.5. Réumi FM vient de percer un paysage médiatique assez encombrant. Mais plutôt que de l'alourdir, la dernière née compte apporter une touche digeste sur la bande FM. Cet environnement médiatique diversifié, source d'émulation, incite à l'effort et à l'excellence et est garant de la qualité. Réumi FM va inscrire sa démarche et son action dans ce cadre. Dans le traitement de l'information, Réumi FM, en toutes circonstances et en tout lieu, optera pour une posture de neutralité et d'objectivité qui constitue son credo. Après avoir investi le monde des quotidiens, des mensuels et des sites d'information en ligne, le groupe Promo Consulting vient donc de se lancer sur la bande FM. L'initiative est ici encouragée par le monde de la presse, la toute nouvelle tutelle de saisir l'occasion pour communiquer sur ses projets. Nous projetons une grande ambition pour l'ensemble des supports d'information et des organes de presse. Nous voulons créer un environnement propice à l'éclosion et au développement de tous les médias. Réumi FM émet depuis le 16 avril et l'équipe est presque au complet. Elle est composée de voix assez bien connues sur la bande FM. La 97.5 vient officiellement de prendre son envol.
Politique dans ce journal, Convergence et Perspectives libérales, c'est une nouvelle structure portée sur les fonds baptismaux pour une reconstruction de la famille libérale. Ces initiateurs sont des responsables libéraux qui restent convaincus qu'il y aura des retrouvailles sincères autour de l'héritage légué par le président Abdoulaye Wade au Oumou Kalsoum Sall. Il y a nécessité, malgré les clivages, malgré qu'il y ait l'APR, le PDS, malgré qu'il y ait la liste de Pape Diop et la liste de PDS de Abdoulaye Wade, que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. Un libéral convaincu est le chef de l'exécutif. Un soulagement pour ces 4 libéraux. Mohamedou Moustapha Dieng, ses frères de parti, travaillent au dépassement des égos et des frustrations pour continuer à faire du libéralisme l'idéal du développement. Lors des élections législatives, les gens vont voter pour les candidats de leur choix. Mais au lendemain de ces élections aussi, les retrouvailles peuvent être possibles au niveau de l'Assemblée nationale. Sur la base du libéralisme social, à faire une famille politique au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un club que nous allons mettre en place qui va faire sa première conférence au plus tard au mois d'octobre. Une nouvelle démarche s'impose dans le PDS. Ces responsables libéraux l'ont compris. Elle reste bien possible, mais dans l'unité. Le PDS a besoin d'une démocratie interne, d'une nouvelle démarche. C'est un fait. Et je crois qu'Abdoulaye Wade l'a compris au lendemain de la défaite du 25 mars. Il y a une nécessité d'organiser le PDS, d'instaurer le débat politique. Les frondeurs ne veulent pas chasser Abdoulaye Wade de la direction du PDS. Les frondeurs peut-être veulent qu'il y ait effectivement une plus grande démocratie interne. La main est donc tendue à toutes les figures marquantes du PDS pour arrêter l'hémorragie dont souffre la grande famille libérale. Il faut travailler pour de nouvelles adhésions et dépasser cette situation difficile, selon ces responsables libéraux. L'actualité, c'est aussi le syndicat national de l'enseignement élémentaire qui a un nouveau secrétaire général. Cheikh Alassane Sène, c'est son nom. Il a été élu ce samedi à l'occasion du 8e congrès ordinaire de la structure. Les échanges ont porté sur l'unification syndicale enseignant face à la mondialisation et aussi et surtout sur la crise scolaire d'Ibidja. Des acclamations pour le nouveau secrétaire général du syndicat national de l'enseignement élémentaire. Les enseignants sont venus nombreux. À l'unanimité, ils ont porté Cheikh Alassane Sène à la tête de leur centrale syndicale. Ce 8e congrès ordinaire du SNEL a également été l'occasion pour ces enseignants de revenir sur la crise que traverse l'école sénégalaise. L'examen spécial a toujours été organisé au Sénégal. Mais les élèves qui n'ont pas atteint le quantum horaire, si vous allez à Kédougou, il y a la pluie. Ces gens-là qui n'ont pas atteint le quantum horaire, mais les différents partenaires de l'école se retrouvent pour pouvoir réaménager le calendrier. Et dès le mois d'octobre, les cours pourront se poursuivre jusqu'au mois de novembre ou décembre. Et à partir de ce moment, on organise un examen spécial pour ces gens-là. Nous nous autoflagellons lorsque nous faisons mal à notre école. Il faut revoir les méthodes de lutte dans cet univers. Il faudrait que la communauté éducative réfléchisse. Le ministère, en tout cas de l'Éducation nationale, M. Ibrahim Sall, son directeur de cabinet, M. Mboub, s'attelle depuis qu'ils sont là à essayer de pacifier le milieu, aidé par tous les partenaires et tous les acteurs de l'école. Plusieurs centrales syndicales ont pris part à ce congrès. Le syndicat national de l'enseignement élémentaire exige la tenue d'élections de représentativité des syndicats de l'enseignement afin d'éviter à l'État d'avoir en face de lui plusieurs interlocuteurs sur les mêmes questions. Par ailleurs, les enseignants du SNEL s'insurgent contre ceux qui cherchent à diviser ou à affaiblir le mouvement syndical. Je lance un appel à tous les parents de Rufisque, du Sénégal et totalement dans toutes les régions, que les parents interviennent auprès de ces enfants, que les parents essaient de sauver l'année scolaire, parce que c'est faisable. Le SNEL, l'ensemble des syndicats et partenaires de l'éducation présents à ce congrès sont prêts à tout faire pour sauver l'école d'une année blanche. De la danse pour boucler cette édition avec la journée internationale qui est célébrée ce 29 avril. Elle a été fêtée avec faste ici à Dakar, à la Maison de la Culture d'Outasek par exemple. Les troupes de danse se sont succédées sur scène pour magnifier l'événement au grand bonheur du public. Le ministre de la Culture et du Tourisme était aux côtés des acteurs culturels. Aïssatou Traoré. La danse est communication, éducation. La danse prépare l'esprit et le corps à parler nos langues. Juste et en plus, par le biais de la danse, le corps s'exprime et permet à l'homme de partager ses émotions.
La journée internationale de la danse est une occasion pour regrouper la famille vivant dans la grande demeure des arts et de la culture. Quand tu danses, ça veut dire que tu as ton esprit. C'est la connexion entre l'esprit et le corps. La connexion entre l'être humain avec son environnement, la connexion entre l'être humain avec Dieu. Donc la danse, c'est une thérapie. Le fait de danser, les gens qui sont malheureux, ils ne dansent pas. On a vu des ballets se produire, on a vu d'autres genres de danse. Et je pense que c'est ça, c'est le moment justement de célébrer ce que nous faisons. La danse, comme d'autres domaines des arts, connaît des difficultés. En collaboration avec les acteurs culturels, la tutelle pourrait relever les innombrables défis du secteur. Le département de la culture et du tourisme s'emploiera à accompagner cette belle discipline pour en permettre une bonne promotion, pour mettre sur le marché des produits et des spectacles de qualité à valeur économique et touristique. Celui qui est à Las Palmas avec une troupe représente le Sénégal. Si la chorégraphie n'est pas en place, on parle du Sénégal. Donc, nous avons l'intention d'amplifier les workshops en essayant de contacter nos partenaires. Je crois que c'est un atout très important pour professionnaliser encore une fois la danse. Cette édition a été marquée par le renforcement de capacités des chorégraphes. Dans cette dynamique, ces artistes pourront se produire même à l'étranger et dans la même veine promouvoir la destination sénégalaise. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec René Massiga Diouf. Merci de votre fidélité. Bonsoir.